Parole. Je suis donc Maxime Maillard, je pense que ça s'affiche sur votre écran. Je vais animer cette soirée qui est consacrée à la sélection du prix Lettres Frontières 2020. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en deux mots, cela fait 27 ans que les jurys et les groupes de lecteurs du prix Lettres Frontières sélectionnent chaque année 20 ouvrages des deux côtés de la frontière, de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et en Suisse romande, 20 livres, 10 de chaque côté. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir chez vous 4 auteurs et autrices, dont un des deux lauréats du prix 2020, à savoir Tom Noty pour son livre « Elle m'attendait ». Je m'entretiendrai également avec Farah Dali pour son livre « Impasse Verlaine ». Avec nous également ce soir, les deux représentants de la sélection côté suisse romande, Edmond Vuillou pour son livre « Sam », ainsi que Simona Brunel-Ferrarelli qui a publié « Les battantes ». Deux mots sur le déroulement de la soirée. Donc, nous allons procéder ainsi. Quatre binômes qui seront à chaque fois précédés par une lecture qui nous sera faite par le comédien Quentin Leutenegger. Et à l'issue des discussions, eh bien, nous relayerons certaines de vos questions et nous les adresserons aux différents invités. Voilà, je propose donc de débuter cette soirée avec Farah Dali, et je propose que nous écoutions quelques pages d'Impasse Verlaine. Quentin, c'est à toi. Merci Maxime. Ma mère adore les histoires drôles. Il en est une qui me concerne, charmante et éclairante. Elle la raconte entre une gorgée de thé à la menthe et la dégustation d'un petit gâteau sablé saupoudré de sucre glace. Je suis né le 22 février 1973. Prévu pour le mois d'avril, j'aurais dû être un bébé du printemps. C'est compter sans l'ingéniosité de l'adolescente de 17 ans qui me porte dans ses flancs. Embarrassée par la lourdeur de cette excroissance malvenue, ma mère raconte en s'esclaffant comment chaque jour elle invente des stratagèmes ludiques et brillants pour enfin retrouver le ventre moelleux de ses 16 ans. Sa première tentative consiste à dévaler une pente raide sur un vélo sans frein et à se jeter sur le côté en pleine course. Elle récolte quelques ecchymoses, mais la tumeur utérine ne semble pas s'être détachée d'elle en même temps que le vélo. Elle se risque à dévaler la même pente sans vélo, allongée, en roulant sur elle-même. L'expérience est étourdissante, plus belle et plus jouissive que les étreintes brutales et imposées de l'acte conjugal, mais ne la libère pas du cabas ventral qui la déforme. Ses beaux cheveux noirs sont garnis de brindilles, ses vêtements salis, et elle a un peu froid au moment de rentrer au village auvergnat. Le vent d'hiver vient déjà du nord. Le vent des Aurès lui manque. Sur le chemin, elle verse quelques larmes en pensant à ses champs et à ses brebis, ses innocences perdues. Mais cela, elle ne le raconte pas. Ma mère a sa dignité berbère. On ne dit pas n'importe quoi quand on boit du thé, même lorsque le miel colle aux dents. Elle a beau se retourner dans son lit, chercher une solution qui la libérerait de ce poids intérieur, elle n'y arrive pas. Elle doit envisager un face-à-face plus direct avec la chose. Après avoir consulté ses oracles secrets, elle décide d'extraire le mal par là où il est entré. Elle explore son intimité avec des objets plus ou moins longs, contondants et effilés. Quelques saignements viennent la récompenser, mais là encore, elle doit se résigner et pleurer un peu devant la persistance têtue de l'excroissance abdominale. Promesse régurgitant son ignorance, je lutte contre sa volonté. Vaillant et désespéré, mes petits doigts de fœtus tiennent le cordon avec résolution. Au bout de 7 mois, elle réussit à évacuer la chose de son corps. Je ne veux pas écrire qu'on ne me désirait pas. Je raconte simplement la venue du petit bout de chair d'1,8 kg qui naît le 22 février. Ma mère n'avait pas établi le lien entre son ventre et moi. Quand on l'informe que je vais sans doute mourir,
Quand la couveuse, elle me voit beaucoup moins grosse que le poulet qu'elle a bouffé la veille, maman pleure. Pas sur elle, mais sur moi. La petite chose qui ne respire pas par elle-même. La petite chose dans cette boîte en verre, c'est quelqu'un. Et elle vient de comprendre que c'est un peu elle. Maman m'aime tellement que pendant les mois où mon pronostic de vie est réservé, elle ne mange pas un seul bonbon. J'ai survécu. Je voulais voir les prés et les coquelicots. Je voulais sentir le vent des Aurès. J'ai passé mon existence à attendre un printemps qui ne voudra pas arriver, à espérer un mois d'avril révolu et ravagé, dont le nombril désastreux et comique de ma mère. Mais j'ai survécu. On peut survivre à tout quand on survit à sa mère. Merci beaucoup, Quentin. Merci. Dali Farah, bonjour. Bonjour. Joyeux anniversaire. Je m'excuse, Oui. je ne veux pas m'en empêcher, mais je viens de remarquer Oui. en écoutant Quentin que c'était Ça, hier. c'est la petite pratique du démiurge de pouvoir faire en sorte que tout le monde vous souhaite votre anniversaire au moins une fois par an. On a entendu souffler le vent des Aurès et à 2 reprises aussi le J'ai survécu. Votre livre, Impasse Verlaine, c'est l'histoire de ou plutôt questionne la façon dont les filles survivent aux mères. Il ne s'agit pas que de vous, il s'agit aussi de votre mère qui a dû survivre à sa propre mère. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur l'Algérie française, là d'où elle vient, son village. Ce n'est que plus tard que vous apparaissez à proprement parler dans le livre. Et c'est un livre qui se déroule d'un monde à l'autre, en fait. Donc, de l'Algérie française à la France, où vous avez grandi, à Clermont-Ferrand, où vous avez grandi dans un HLM, et précisément à Impasse Verlaine. Ça, et les spectateurs peuvent entrer et savoir de quoi il s'agit. Peut-être pour entrer dans votre livre, je voudrais vous entendre commenter ce proverbe berbère que vous mentionnez assez tôt dans le livre et qui dit « Le paradis de la fille est sous le pied de la mère ». Qu'est-ce que ça dit du système filial mère-fille? Ça décrit finalement à la fois un lien de soumission et nécessairement un lien de dépendance entre l'enfant et son parent, un lien d'héritage aussi. Et il est de l'ordre du père ou de la mère de décider finalement du destin de l'enfant. Et il y a ce proverbe berbère, alors plus ou moins répété, on va dire, que que le paradis n'est offert à l'enfant que si la mère le décide. Donc il y a, ça correspond à tu honoreras ton père et ta mère, l'idée que si un enfant n'honore pas sa mère, eh bien le paradis lui sera refusé. Et derrière cette injonction, il y a un peu toute la violence possible qui existe dans le lieu familial. La famille, finalement, est un des lieux les plus violents qui soient parce qu'il y a cette injonction paradoxale d'exiger une soumission qui va s'appeler parfois amour. Oui, d'ailleurs, c'est une des choses très fortes à travers votre livre, c'est que cette ambiguïté court tout le long du livre, c'est-à-dire c'est ce que vous appelez haïr, aimer, ou je ne l'ai plus maintenant, haïr d'amour, voilà, Oui. c'est exactement ça. On pourrait même, oui, haïr Impasse Verlaine raconte justement l'ambivalence du lien qu'il peut y avoir, donc ici en l'occurrence mère-fille, mais qui peut y avoir dans un lien familial, où effectivement on peut être tour à tour amené à haïr ou à aimer, et à colorer parfois l'amour d'une forme de haine, parce que là, par exemple, la démesure d'une mère peut écraser et générer en soi aussi une forme de haine, comme inversement, le manque peut aussi générer ce double sentiment. Dans l'histoire que je raconte, où effectivement la matière est principalement et majoritairement biographique, je décris normalement une relation extrême parce qu'il y a de la violence dans ce lien, mais c'était aussi pour mieux dévoiler la violence qui de toute façon existe dans le lien familial. Une question que je me posais, c'est que vous dites que votre mère ne vous a rien dit de là d'où elle vient, de la culture berbère, et pourtant vous consacrez de très belles pages à son enfance, à elle. Comment cette culture est arrivée à vous, par quelle voie?
La partie algérienne, la première partie est une partie reconstituée, comme quand on veut reconstituer un crime. J'ai reconstitué mon passé et notamment le passage qui a été très bien lu par Quentin, justement raconte une naissance. Voilà, il y a un petit pari littéraire d'imiter Chateaubriand, on ne sait jamais. Et puis surtout d'aller raconter l'impossible, sa propre naissance, évidemment j'y étais, mais à partir de points de repère réels, ma date de naissance, vous l'avez dit, mon poids de naissance, l'épisode des bonbons, celui du vélo, essayer de reconstituer cette part de réel qui pouvait être l'expérience d'une gamine, je dis une gamine qui est enceinte et qui ne comprend pas ce qui arrive exactement à son corps. Et pour toute la partie algérienne qui raconte la vie de cette gamine, eh bien, j'ai essayé de reconstituer, de partir de petits points, de petits souvenirs, des choses qu'on m'a dites, et de reconstituer, soit à partir de mes propres souvenirs à moi, de les peu de fois où je suis allée en Algérie, et beaucoup finalement d'expériences que j'ai eues a posteriori en allant au Maroc, en fait. C'est vraiment de la reconstitution. Mhm. Et qu'est-ce qui, selon vous, comment définiriez-vous le lieu, en l'occurrence, d'où vient votre mère? Eh bien, l'Algérie est un peu comme un mythe. Il est difficile, ça agit comme ça. De toute façon, le passé nous habite comme un mythe. Nous le reconstituons à partir de nos peurs, à partir de nos désirs, de nos envies. Et finalement, que savons-nous exactement de notre passé, si ce n'est ce que nous voulons bien reconstituer nous-mêmes? Et donc, il y a quelque chose d'un peu mythique, voire mythologique. Et la mère parle de l'Algérie un peu comme d'un Éden, une sorte d'Éden. Pour ma part, dans mon expérience personnelle, je la connais peu, j'ai pas vu grand-chose et du coup, c'est quelque chose aussi de reconstituer qui me vient souvent du regard des autres. Avec le livre, par exemple, à Impasse Verlaine, quand je vais faire des salons, viennent souvent soit des anciens combattants, soit des pieds noirs qui me disent « Ouais, moi, je connais telle ville, tel truc, je suis allée telle là. » Alors moi, je hoche la tête comme ça. Je ne sais pas du tout de quoi ils parlent. Je suis née à Clermont-Ferrand. Moi, si on me parle du Puy-de-Dôme, je peux causer. Si on me parle Saint-Nectaire, j'ai de quoi dire. Mais si on commence à me donner des tas de villes, etc., je n'ai rien à dire, je ne sais pas, donc j'écoute. Et ça me fait plaisir, cette manière qu'ils ont d'aller recueillir face à moi ou à mon livre une part de leur propre passé. C'est dire comment on peut mythifier les choses. Et donc, je les écoute, mais de toute façon, ils n'attendent pas spécialement que je réponde quoi que ce soit. Mais c'est quand même de l'ordre de la mythologie, finalement, que ce rapport au pays qui est souvent projeté par d'autres personnes qui, eux, voient l'Algérie comme quelque chose aussi qui devrait, je ne sais pas, se représenter sur mon visage. Oui, vous dites l'Algérie, c'est l'Éden de ma mère, mais ça veut dire que cette part mythifiée, elle l'est aussi pour elle, dans la mesure où cet Éden est aussi un enfer. C'est-à-dire, c'est quand même aussi quelque chose de très très fort que décrit votre livre et qui a une charge dramatique que votre écriture atténue d'une certaine manière, je dirais, ou transforme d'une manière relativement légère. Mais c'est une violence qui est omniprésente dans le foyer domestique. C'est une vie, les deux vies qui sont racontées sont des vies subies. Des vies, la vie d'une pauvre, c'est une vie d'une pauvre, c'est pas spécialement épanouissant, la vie d'une pauvre dans l'Algérie française, et qui ne fait que subir le lieu de sa naissance, la guerre en elle-même, la mort de son père, un mariage, etc. Et c'est pas tellement un récit d'immigration, c'est plutôt pour montrer comment finalement on est fabriqué par un cheminement qu'on ne contrôle pas et comment finalement la vie persiste à travers ça. Et mon écriture, ce que j'ai essayé de faire, notamment par le biais de l'ironie ou de l'humour, comme on l'a vu dans la lecture faite par Quentin, c'est justement de sublimer cette violence et d'essayer de montrer que finalement, malgré ces événements-là, il y a quelque chose qui est persistant et qui s'appelle la vie et qui est souvent relié à la violence elle-même. Qui est persistant et qui se reproduit. C'est toute la question. Comment se défaire de ces filiations d'une certaine façon toxiques, c'est-à-dire que votre mère amène avec elle en France, dans son récit, dans son exil, finalement cette violence qui va ensuite s'abattre sur vous selon des modes opératoires relativement similaires. Vous allez être sa servante comme elle a été la servante de sa propre mère. Justement, ou alors, j'ai pas exactement nommé le personnage, c'est la narratrice, elle n'a pas de prénom dans le roman pour montrer combien l'enfant, bon, je vais le dire, l'enfant battu est un enfant qui est objectif et qui n'a pas d'identité propre. Et j'ai essayé de mettre à distance mon histoire personnelle dans le récit pour montrer comment
même dans cette histoire douloureuse, eh bien, on peut aussi hériter de manière paradoxale. Par exemple, Vendredi, donc c'est le nom de la mère, Vendredi, effectivement, est violente avec sa fille, mais lui transmet dans le même temps sa vitalité. Et ça aussi, c'est quelque chose à observer parce qu'on a souvent un désir de monosémie, que les choses n'aient qu'un seul sens, que le monde soit séparé entre les victimes et les bourreaux. Et ce n'est pas exactement le réel. Quand on observe le réel, on se rend compte qu'effectivement, il est difficile d'être bourreau sans avoir été précédemment victime. Et c'est quelque chose qui est relié de manière assez retorse, assez terrible. Et je crois que si on veut penser le fameux 21e siècle, il serait temps de penser la violence justement à 360 degrés, de composer avec ça. Et dans cette histoire, il ne s'agit pas exactement de reproduction, mais d'une transmission qui est subie. Et ce qui va surtout faire la différence, c'est comment la narratrice, qui effectivement, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, fait référence à ma propre vie, va transformer cette violence, notamment par les mots. Les mots qui vont être une sorte de véritable salut, de transformation de cette violence-là. D'une part, parce que la mère est analphabète et qu'elle trouve là une occasion de transgression incroyable, tout à coup, elle a le pouvoir, et d'autre part, par la littérature, qui vont être les deux modalités par lesquelles, justement, la violence va pouvoir être éloignée, sublimée. À propos de mots et de littérature, j'aimerais bien vous entendre sur l'école, parce que vous faites aussi un très bel éloge de l'école, et je trouve que c'est peut-être important de le rappeler, de l'école comme un contrepoint salutaire, comme une source d'éveil par rapport Alors, je vais pas vous faire plaisir, Maxime. En fait, il ne s'agit pas exactement de l'école. L'école est une machine qui reproduit les inégalités. C'est l'OCDE qui le dit, ce n'est pas moi. Mais par contre, à l'école, il y a des passeurs de mots. À l'école, il y a les mots. Et souvent, on va confondre l'institution avec ce qu'elle ce qu'elle abrite. Et souvent, on va donner bénéfice à l'institution de ce que ceux qui sont dans l'institution, qui malgré eux, comme ils peuvent, essaient de protéger. Donc non, ce n'est pas l'école, ce sont les passeurs de mots. Parce qu'à l'école, il y a un petit peu près plein de choses qui ne fonctionnent pas, et je ne vais pas vous mentir sur cette école-là, parce que même dans le récit Impasse Verlaine, on voit bien que parfois ça ne fonctionne pas. Je dis la vérité sur ce lieu. Mais par contre, ce qui est certain, oui, c'est qu'à l'école, il y a les livres. À l'école, il y a l'orthographe. À l'école, il y a la grammaire. À l'école, il y a ces personnes un peu folles qui sont complètement investies dans quelque chose d'impossible, à savoir essayer de renverser un ordre social. Donc, c'est davantage ces passeurs de mots auxquels je rends vraiment grâce et à qui je suis reconnaissante de manière personnelle et dont je parle dans mon livre. Ce n'est pas l'institution en elle-même. Et souvent, il faudrait qu'on différencie l'un de l'autre pour éviter pas mal de contresens par rapport à la réalité, je pense, de toutes ces histoires. Très bien. Je pense Pardon, hein. Non, mais très bien. Je lance des hameçons, vous mordez ou vous mordez pas. De toute façon, je pense que beaucoup d'écrivains ont une figure de professeur dont ils se souviennent, qui a été déterminante peut-être. Et d'autres ou repoussante, ça dépend. Moi, j'ai eu la chance de croiser effectivement des professeurs qui, notamment au collège en fait, qui n'ont pas eu pitié de moi et à qui je ne disais rien. De toute façon, l'institutrice que j'avais eue m'avait bloqué toute parole. Et ça, c'est important d'être considéré finalement sans surplomb, avec la plus grande humanité et la plus grande exigence, et qui m'ont offert exactement la même chose à manger qu'à tout le monde. Et moi, j'avais faim, ça tombait bien. Et parmi les livres qui vous ont marqué, il y en a plusieurs qui sont évoqués dans votre livre. Il y a notamment la littérature russe qui revient souvent et qui, dites-vous, enfin, que dit votre narratrice, me rend mélodramatique. Oui, en tout cas, elle peut. J'adore la littérature russe et bizarrement, je l'ai adorée de manière assez précoce parce que je crois qu'elle révélait à la fois une question à la fois sociale et intime. La littérature russe dit le social, dit l'intime et dit la violence. Lire à 13-14 ans Crime et Châtiment, ça veut dire qu'on a déjà appétit à comprendre pourquoi l'ambivalence de la violence, qu'on peut à la fois avoir compassion pour une victime que l'on va assassiner, ce qui se passe dans le livre de Dostoïevski. Et ce désir de comprendre justement l'humanité dans ses laideurs m'a toujours
habiter. Alors maintenant, je le comprends, maintenant que je suis adulte. À l'époque, je pense que j'y allais par instinct. Je me sentais bien avec les filles de Moujik. Je me sentais très, très bien en Russie. Je me sentais russe, à vrai dire. Je ne sais pas du coup, d'ailleurs, pourquoi on parle d'autre chose. Moi, je suis russe, moi. Une dernière question peut-être. Oui. Où sont les pères? Où sont les hommes totalement absents de votre livre ou alors présents d'une Alors, façon… je vais faire, j'ai deux réponses. La réponse immature que je pouvais faire peut-être il y a un an ou deux, mais qui est quand même exacte, à savoir que pour raconter le lien mère-fille, c'est un petit peu comme dans Western, vous savez, on a un vis-à-vis, comme ça on a une mère et une fille. Il y a déjà 224 pages dessus et je crois que je voulais me concentrer là-dessus. C'était suffisant. Donc, j'avais envie de ce duel-là, de mettre en vis-à-vis justement ces puissances au féminin et de voir comment la violence n'est pas nécessairement attachée uniquement à un patriarcat hypothétique, mais aussi relayée par les figures maternelles et que c'est justement cet ensemble-là qui crée la violence. Ça, c'est la réponse, on va dire. Et maintenant, je suis en train de me dire que sans doute aussi, je ne suis pas encore capable de raconter. Je dis des choses un peu dans mon second roman qui est paru il y a 3 semaines, mais je pense que je ne suis pas encore capable de raconter les hommes. Ça Merci viendra. beaucoup. Ça viendra certainement, je l'espère. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je propose qu'on poursuive, pardon, et qu'on retrouve Quentin Leutenegger pour un deuxième extrait, un extrait de Sam d'Edmond Vuillou. Ce qu'il y a de beau lorsqu'on entre au temple de Bassan, avait dit Thomas, le fils du pasteur, c'est qu'avant d'en pousser les portes, on doit traverser le cimetière, ce que vous aviez fait dans le silence des tombes. Toi, l'idiot du village, tu avais 14 ans, ce jour où ton guide t'y fit entrer pour la première fois. Lui, qui se tenait en retrait, sa main posée sur toi, tout au plus 16. Tu savais d'avance ce qui allait s'accomplir. Tu l'avais déjà vécu en d'autres circonstances. Tu ne pouvais te défaire d'une sorte d'impuissance, de stupéfaction qui te laissait à la fois triste et désarmé. Alors que vous approchiez du grand portail dont les grâces, disait-il, allaient être révélées, il avait murmuré « roman tardif ». Tu fus étonné de son rire quand il te fit remarquer, entre les deux contreforts sur le linteau, en une ronde de pierre, à droite, le massacre des saints innocents et à gauche, les petits-enfants qui tous venaient au royaume qui leur appartient. Surmonté d'une archivolte sanguable, avait-il ajouté. Et il continuait de rire, tout en t'indiquant cet arc-en-ciel de molasses taillées pour embrasser les images saintes. Et puis te passait les doigts dans les cheveux, comme font les adultes aux enfants turbulents. Tu regardais les statues de part et d'autre de l'entrée, tandis qu'il te les nommait, soulignant tel ou tel détail, les cornes de Moïse, le couteau d'Abraham, ou la peau de bête du Baptiste nu. Toutes ces effigies étaient séparées par des colonnettes à chapiteaux, disait-il, le plus souvent cubiques, mais aussi à calice, à palmettes ou à godron, et tu ne comprenais pas cette énigme de bitume. L'un d'entre eux, à Bestiaire, avait-il renchéri, montrait des écureuils se poursuivant. Tu avais demandé « Pourquoi les écureuils ?» À cause de la queue, t'avait-il répondu. Appuyé au trumeau, il en avait poussé l'un des vantaux pour te faire entrer. Passé le portail, il fallut un temps à vos yeux pour s'habituer à la pénombre de la nef. Dans le fond du bâtiment, la lumière tombait de la tour de croisée, et les vitraux des baies ne laissaient passer qu'un petit jour. Thomas avait posé son bras sur tes épaules. Il enserrait si bien ton cou que tu ne parvenais ni à te dégager, ni à t'éloigner dans la pénombre des voûtes. Tu ne pouvais que respirer son odeur mêlée de sueur et de désinfectant. Tout en te conduisant vers l'abside, il passait en revue les arcs en plein cintre et leurs colonnes centrales, et te montrait leurs chapiteaux historiés exposant des monstres qui semblaient tressaillir dans la pénombre ou des scènes bibliques, frémissant dans le peu de clarté descendu jusqu'à elles. Alors que vous avanciez dans l'alternance de pinceaux de lumière qui traversaient l'espace en diagonale de poussière rose, il avait descendu avec négligence sa main sur ta fesse gauche, alors que de sa dextre, il indiquait les voûtins gris où l'on voyait, reprenait-il, quelques traces de polychromie. Puis, la déambulation suspendue, se tournant vers toi dans un sourire splendide et te tenant par la taille, il t'avait demandé si tu aimais l'architecture. Tu avais secoué la tête, les lèvres entrouvertes, muet,
et désemparé. Il était ensuite passé derrière toi pour te tenir aux épaules et mieux te diriger vers le nord-ouest, vers une grande fenêtre à remblage dans laquelle on voyait 3 lapins, attachés par les oreilles, s'échapper dans le sens des aiguilles de la montre. Beau, avais-tu bredouillé. Thomas, alors, était si près de toi qu'avec confusion, tu sentais la pression de son corps sur le tien. Tu en étais à envier la fuite des rongeurs et préférais te retourner vers le sud-est, vers la nef transversale, où brillait, à travers les feux adoucis d'un milieu d'après-midi, la grande rosace du temple de Bassan. Tu t'y absorbais, dans l'espoir naïf d'abolir le temps jusqu'au soir, d'annihiler le sentiment de ton inanité et de suspendre cette visite dont tu savais l'issue si certaine. Merci Quentin. Bonsoir Edmond Vuillou. Bonsoir. Merci à Quentin. Merci beaucoup. C'est toujours étonnant d'entendre son texte dans la voix d'un autre, dans la bouche d'un autre. Merci beaucoup, Quentin. Sam, c'est un roman publié en 2019 chez BSN Press. C'est un livre assez fascinant qui repose sur un travail d'écriture presque d'orfèvrerie, j'ai envie de dire. C'est un roman d'apprentissage d'une certaine façon, puisqu'on y suit Sam depuis sa plus petite enfance jusque plus en avant dans l'existence. C'est un enfant empêché, inadapté, mutique, qui ne parle pas. J'utilise pas le terme autiste à dessein puisque vous ne l'utilisez pas dans la mesure où votre livre se déroule au début du XXe siècle dans la campagne vaudoise, relativement aisée. La première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un roman dans la mesure où vous êtes un homme de théâtre habitué à la parole parlée, à la parole orale, jouée, proclamée. Vous avez écrit déjà un livre de nouvelles en 2013, mais qu'est-ce qui vous a conduit à écrire cette histoire, l'histoire de Sam? Oui, le point de départ, c'était que j'avais envie de faire une série de nouvelles sur ma légende familiale et que j'avais envie de parler d'autisme, en particulier d'un trait autistique caractéristique qui est celui de l'hypervision photographique. C'est une chose qui existe. Il y a en tout cas un autiste américain, noir américain, qui est capable de reproduire en dessin à l'identique, par exemple, la presqu'île de Manhattan ou la place Saint-Pierre à Rome, sans aucune erreur et de mémoire. Et puis après, les romans, comment ça vient un roman? Bon, l'écriture, j'ai commencé tard parce que pendant longtemps, je trouvais que j'avais une orthographe lamentable et une syntaxe étonnante, et donc j'avais honte de mon orthographe. Et puis, par la suite, j'ai aussi mis beaucoup de temps à trouver le plaisir qu'il y a à jouer avec les mots, avec le français, avec la syntaxe, avec la grammaire. Maintenant, c'est une chose qui ne me pose plus de problème. Mais pour revenir au roman, je ne sais plus qui disait ça, mais en fait, j'avais une série de nouvelles qui ne me satisfaisaient pas. J'avais envie de parler de ce trait autistique dont je viens de vous décrire les caractéristiques. Et petit à petit, je me suis dit, mais ça devrait faire un peu plus que 20 ou 30 pages. Et alors le roman, qui disait ça? C'est comme un chien sous la table. Alors, on sait que le chien est sous la table, on va lui gratter un peu les oreilles, on voit qu'il a du poil et tout, qu'il est dru ou doux et tout. Puis à force de le sortir de dessous la table, on ne sait pas quel est ce chien, mais quand on le sort, on voit que c'est un chien, mais ce n'était pas celui qu'on voulait faire, ou qu'on croyait qu'il était sous la table. Donc, pour moi, le roman, ça s'est passé comme ça. Ça a été une sorte d'enchaînement avec des surprises au niveau des personnages, puisque les personnages sont, en tout cas, placés dans une perspective historique, et certains ont pris de l'importance de façon quasiment indépendante. Et petit à petit, le roman s'est étendu à 600 pages, et puis ensuite, il a fallu quand même corriger, écrire et réduire, comme il est de nécessité de faire. Voilà, l'origine, c'était juste l'envie de raconter dans un décor de légende familiale une histoire d'autisme
ça s'est très vite orienté vers la création, vers ce que c'est que l'art, et qu'est-ce que c'est que créer, et qu'est-ce que c'est que détruire également. Voilà. Alors, c'est des vastes sujets, nous sommes d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est réduit à une période historique qui est, d'une part, dans le canton de Vaud du premier quart du XXe siècle, et ensuite à travers la France en guerre jusqu'en Amérique du Sud. Montevideo, pour être précis. Tout à fait. Et pourquoi avoir choisi de placer l'action de ce roman 100 ans en arrière plutôt que de la développer dans un contexte contemporain, par exemple? D'une part, le début du XXe m'intéresse énormément. D'autre part, ma légende familiale remonte à cette période-là. Par la suite, elle est nettement moins intéressante que ces histoires de paysans enrichis qui s'enivrent abominablement. Ensuite, comment dire, oui, n'est-ce pas, Sam, il entre dans une logique de revanche, en tout cas par rapport à cette première crise, difficulté, cette première horreur à laquelle il est confronté. Il est dans une recherche de dignité, de réparation. Et je trouvais tout d'un coup en parallèle entre l'aventure d'un individu et celle du début du XXe siècle, en particulier le front de l'Ouest pendant la guerre de 14 et les horreurs qui s'y sont faites. Et ça m'apparaissait plus facile de prendre cette distance-là de 3/4 de siècle pour en parler. Et puis, j'aime beaucoup la peinture et moins la photographie. Alors, ça me permet aussi de parler des techniques de peinture, de l'art de créer la peinture, de la valeur de la peinture, et de ce à quoi sert la peinture, au travers de ce à quoi utilise la peinture, ce à quoi Sam utilise la peinture. Voilà. Oui, oui, c'est un roman qui a une dimension encyclopédique parce que tous les sujets que vous abordez, que ce soit l'anatomie, la botanique, par les descriptions de la nature ou les questionnements sur l'art, sont porteurs d'un nombre de questionnements très, très importants. C'est presque un roman philosophique, c'est en ce sens-là que je voulais le signaler. Je me demandais, parce que Sam, nous entrons dans le monde intérieur de Sam, et c'est une des lignes de fracture, disons, du livre, une ligne de tension entre le monde intérieur et le monde extérieur, qui est souvent hostile. Et vous avez fait le choix du tu de la deuxième personne pour raconter cette histoire, ce qui est relativement rare dans les romans. Et je me demandais si c'était pour cette raison-là, c'est-à-dire pour trouver une distance dans le proche, dans la proximité, parce qu'il y a une grande proximité qui est créée par le tu, et en même temps une distance, la distance de l'adresse, d'une certaine manière, de l'adresse à soi, mais c'est en même temps, ça pourrait être vous-même, c'est-à-dire l'auteur. Il y a, comme dans toute littérature, il y a une partie de souvenir personnel, bien sûr, sans pour autant que ce soit absolument collé et adéquat, mais il y a une partie de ce qu'on connaît ou de ce qu'on a vécu. Le tu, je vous remercie de la remarque qui m'honore et qui me fait plaisir. Le tu, je me suis demandé, j'ai un fils autiste de 15 ans maintenant, et qui était jusqu'à il y a peu encore mutique et qui maintenant parle. Et pendant longtemps, il utilisait la troisième du singulier, le il. Mais le il, dans la littérature romancée, c'est la chose la plus classique. Le tu est très décommandé. On m'a dit que c'était une mauvaise idée, mais en fin de compte, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça témoigne de cette espèce de décollement de la perception du monde chez le héros et d'impossibilité d'exprimer autrement les choses qu'en les mettant à distance de soi. Et c'est également le tutoiement philosophique de Marc Aurèle, par exemple, dans ses textes, et c'est celui qu'on a le matin quand on se lève et qu'on se regarde dans la glace et qu'on dit « t'as pas bonne mine, mon gars ». Mais cette espèce d'adresse à soi-même, oui, c'était une chose importante pour moi. D'autant que c'est un roman sur la parole, sur l'absence de parole et sur ce que la parole fait quand on y accède. Je me demandais entre la parole qui petit à petit s'immisce entre les lèvres de Sam et va lui donner un accès au monde en lui permettant de nommer les choses, et le dessin permet aussi ça, ce grand don qu'il a pour
pour le dessin lui permet également d'accéder et de prendre d'une certaine façon possession du monde. Est-ce que vous diriez que l'un est plus primordial que l'autre dans son accession au monde? Je crois que ce qu'il y a de beau dans l'usage du dessin, c'est que ça lui permet de dénoncer une injustice insupportable dans sa première enfance. Donc, pour éclairer nos auditeurs, il est victime de viols répétés, il a été abusé par le fils du pasteur, et il n'a de cesse que de retrouver une dignité et de se venger. C'est une sorte de comment s'appelait cet auteur? J'avais noté ça quelque part, ce personnage de cinéma. Oui, Forrest Gump. C'est une sorte de Forrest Gump néfaste, en fin de compte, quand il exerce son pouvoir à l'aide d'abord de dessin, puis ensuite grâce à la parole. Mais la parole ne lui vient pas facilement jusqu'au bout du roman. Il réussit à... Et il a une grosse inquiétude aux 2/3 du roman, parce que tout d'un coup, la parole lui vient après qu'il ait eu une aventure amoureuse, et il a très, très peur que ça entraîne des complications et des obligations auxquelles il n'a pas du tout envie de souscrire. Je crois que moi, j'ai toujours aimé dessiner, je connais bien le dessin, j'en ai fait professionnellement à un moment de mon existence, et je trouvais que c'était intéressant de parler de qu'est-ce que le dessin exprime. Parce qu'au départ, il exprime strictement ce qu'il voit, ce qui est la base du travail du dessinateur. Puis ensuite, on peut faire dire à l'image des choses qui sont ou qui ne sont pas, ou orienter l'image dans des sens différents. Et c'est à ce moment qu'il passe à l'huile et qui commence à faire des choses intéressantes, qui commence à être reconnu et qui signe Sam, S-A-M majuscule, et qui en fait un peintre, un de ces petits maîtres du début du XXe, mais qui lui permet de gagner, en tout cas, sinon sa vie, du moins de vivre en tant qu'être humain formé, responsable de lui-même et en rapport avec le monde d'une façon presque plus équilibrée. Je ne sais pas si je réponds très clairement. Je suis très, très inquiet devant toute cette technique moderne. Ce n'est pas grave, l'important étant de cheminer, disons, par la parole, en l'occurrence. Une chose aussi, par rapport à la nature, il y a une grande présence de la nature et une grande sensorialité qui est vécue à travers le filtre du corps, de l'être de Sam. C'est assez étonnant comme vous parvenez à faire vivre la campagne, à la faire bruire, chanter, se mouvoir à travers toutes sortes d'animaux. Quel est votre rapport? Avez-vous un sentiment de la nature? Quel est votre rapport à la nature? Est-ce que vous vous promenez beaucoup ou est-ce que ce sont principalement des sources documentaires qui vous ont permis? Non, je suis né, sinon à la campagne, quasiment à la montagne, avec de grandes forêts et puis des marais, des choses comme ça. C'est dans le Jura vaudois. Toute mon enfance s'est passée dans la nature. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire à la vallée du Joux, sinon regarder pousser les sapins et s'amuser dans les prairies. Mais oui, je crois qu'il y a une chose que j'ai apprise à ce moment-là de mon enfance, c'est un rapport direct avec les choses, avec les bruits, avec les arbres, une de mes très grandes surprises, heureuses surprises par rapport à mon petit garçon dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que je l'ai vu un jour de printemps. Mon épouse avait ouvert les ruches pour faire sortir les abeilles. C'est des nappes d'insectes qui s'envolent comme ça. Et il était devant, à 1 mètre devant la planche d'envol, entouré d'abeilles, et il en avait une au creux de la main, je le cite d'ailleurs dans le roman, et il lui caressait l'abdomen sans être piqué. C'est-à-dire qu'il est dans un tel état, maintenant il a grandi, Clément, qu'il était, oui, tellement, comment dirait-on ça, pas un naïf, un innocent. Il était tellement innocent que les animaux sentaient qu'il ne pouvait pas leur faire de mal et qu'il n'y avait pas d'agressivité. Et c'est une expérience qui m'a marqué et qui m'a donné envie de donner au personnage de Sam un tour de proximité avec les bêtes. Ça passe par l'odeur de sueur, ça passe par les déjections des animaux, ça passe par l'amour de la forêt, la surveillance ou le goût de la découverte de la vie nocturne forestière.
Ça passe aussi par l'assassinat d'un chien, parce que c'est une possibilité aussi d'être, et c'est très humain, hein, d'être tout d'un coup cruel. Ce que disait tout à l'heure la précédente intervenante est tout à fait juste sur ce qui est de la cruauté et de la violence. C'est-à-dire que il n'y a pas de violence à l'état brut comme il n'y a pas de douceur à l'état brut. Les choses sont intimement mêlées. Et dans la nature, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Il y a de la violence, il y a de la douceur, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de jugement sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et comme mon personnage n'a aucune possibilité de se faire une idée, du moins au départ, de ce qui est bien et de ce qui est mal, et que par la suite, il aura beaucoup de peine à déterminer une éthique, je trouvais que cette nécessité d'être en contact avec une chose brute, claire, légère, lucide, comme ça, telle que sont la vie des bêtes et des plantes, et des rochers, parce qu'il a également une tendresse particulière pour les rochers, en tout cas il les ressent. C'est aussi parce que moi, par nostalgie, et je me rappelle de mon enfance, où j'ai un peu vécu ça quand même. Oui. Maintenant, j'habite à Lausanne, au centre-ville, alors c'est moins drôle, il y a moins de rochers, il y a davantage de bistrots fermés, hélas, à l'heure actuelle. Voilà. Voilà. Merci que dire d'autre? beaucoup. Voulez-vous ajouter quelque chose, Edmond Vuillou? Oui, juste pour dire que dans ce besoin de détruire qui se développe, il y a quelque chose de très, très humain. Et c'est pour ça que je suis passé par la guerre de 14. Et qu'enfant, j'avais dans ma chambre un grand tableau de la cathédrale de Reims en ruine. Et quand j'ai écrit le roman, tout naturellement, j'ai pensé à l'illustration, journal de l'époque, et des images de la cathédrale de Reims en flammes. J'ai fait le chapitre, et ce n'est que par la suite que je me suis rappelé que j'avais grandi avec le tableau de la cathédrale de Reims en ruine. Et je trouve que dans la façon d'écrire, sans avoir de plan défini dès le départ, mais en laissant venir les choses, il y a une sorte d'assomption. On parlait des professeurs d'école tout à l'heure. Le mien, je suis le professeur de français, n'était pas doué d'une extrême empathie, je dirais, et même il était plutôt déplaisant. Et il est possible aussi que j'ai écrit en choisissant de ciseler la langue et d'en faire quelque chose qui a un poids en soi. Il est possible aussi que je prenne une revanche sur mon prof de français d'il y a 40 ans, ou non, maintenant plus 45 ans en arrière. Je n'aurais pas dû dire ça, je viens de révéler mon âge. Non, mais en tout cas, c'est une belle revanche. Si, c'est une revanche. Merci. Merci beaucoup, Edmond Vuillou. Tout le plaisir était pour moi. Quentin, nous poursuivons avec un extrait du livre de Simona Brunel-Ferrarelli. Lundi 6 septembre 1943. Premier jour d'école. Je ne sais pas si je tiendrai. Ils m'ont amené leur gosse avec une méfiance de paysan obtus et coincé. C'est parce que je ne suis pas d'ici et que je suis une femme. Une femme qui ignore tout de la vie à la campagne. Des pas rudes et lents de l'hiver noyés dans les crevasses de l'aube. Du silence envahissant inexorablement ce pays montagneux et féroce au survenir du froid. Une fois le village déserté par le soleil et les vacanciers, et qu'il ne reste, dans les ruelles fermées et grises, que quelques occasions de vie. Un bref salut de tête, parfois même pas. Un bruit de vaisselle remuée que l'on perçoit de derrière les huis clos. Les chiens errants, affamés, forçant leur corps raide à se lever et à mendier. Et les vieillards calfeutrés à l'intérieur d'habitations étroites, lézardés par le froid mordant. Au début, ils m'ont prise pour une de ces romaines parmi d'autres ayant acquis une propriété estivale pour y séjourner 3 mois par an. Mais c'est la guerre. Quelque chose tout de même les chicanait. Lorsqu'ils ont vu le camion de déménagement s'arrêter devant chez moi, avec ses plaques françaises, les ouvriers qui déchargeaient les commodes Louis XVI, les liseuses, le salon Empire, les tapis, ils ont compris. J'étais venu pour rester. Puis, le vieux Cheleno leur a parlé, peu de temps après. Mademoiselle Victoire vous fait le grand honneur de s'installer ici et de reprendre une école qui a bien besoin de forces nouvelles, de fonds et d'idées.
Essayez de ne pas faire comme d'habitude. Sans cela, vos enfants ne seront pas scolarisés. Parce que moi, je suis fatigué. Et je ne céderai pas à vos caprices. Ce sera elle ou rien. Il va falloir vous y faire. Ce sera moi ou rien. Alors autant que vous le sachiez, je ne suis pas plus heureuse que vous de ma présence ici. Je ne l'ai pas décidé. La guerre a permis cette chose, ma venue, cette immensité de moi ici. D'une certaine façon, elle a répondu à la perfidie des uns et des autres. Plus tard, vous comprendrez. Pour l'instant, profitez-en. Je suis une chance pour vos enfants. Ils ont donc été obligés de confier leur marmaille à une étrangère malgré l'horreur que je leur inspirais avec mes tailleurs chics, mon parfum, mes mains blanches. J'ai bien vu, toute nouveauté leur est intolérable. Lui aussi est venu, comme les autres. Comme eux, il devait penser qu'en plus de la guerre, en plus de cette catastrophe qu'est la guerre, le vieux Cheleno avait commis une grande incorrection en partant à la retraite cette année-là. C'était plus qu'il ne pouvait en supporter. Il est arrivé en marchant à reculons, son fils dans les bras, sa femme derrière lui pour le protéger de ma présence. Lui non plus, je ne sais pas s'il tiendra. Il a posé Diego à l'entrée de la classe et s'est avancé lentement vers moi. Cela faisait plus de 6 ans. Le temps de mourir 1000 fois et de 1000 fois renaître dans la poussière de ses pieds, dans le très peu de son absence. Le temps de hurler son abandon, la déchirure de son corps donnée à une autre. Une fraude perpétrée à moi par Dieu, ce pilleur, le temps de devenir vieille, laide, institutrice. 6 ans d'une mort honteuse, parce que cette femme, jugée par lui plus attrayante, l'a emmené et lui a donné cette merveille d'enfant que je ne lui donnerai jamais, ce Diego, ce fils. Arrivé près de moi, il ne m'a pas embrassé comme il le faisait avant, comme j'avais vécu jusque-là en espérant qu'il le fasse un jour ou l'autre. Déménagé, quitté Paris, vendu ma vie au plus offrant. Il ne m'a pas embrassé à pleine bouche et à plein corps, et de tout son corps offrant, comme à Paris, l'hydra du Ritz roulé à nos pieds dans la tourmente du jour naissant, les bras ballants de s'être battu d'amour. Non, juste ça, une main levée péniblement de son corps inerte, inutile, souillé par la naissance de cet enfant, et puis « Bonjour Victoire, ça fait longtemps ?» Et très loin derrière, 6 ans après, voici Diego. Il a 4 ans. Merci Quentin. Bonjour Simona. Bonjour, Maxime. Bonsoir plutôt, devrais-je Bonsoir. dire. On vient d'entendre la voix de Mademoiselle Victoire, qui est institutrice dans un petit village fictif qui s'appelle Roca, dans votre livre. Là, nous sommes dans les années 40, mais le livre, disons, sa trame temporelle va des années 40 aux années 70, aux années 70. Il y a plusieurs personnages, même beaucoup. C'est un roman que je qualifierais volontiers de chorale, en forme d'enquête familiale, mais aussi de traversé par un récit d'intimité. Il y a surtout la narratrice, Lala, qui appartient à une bonne famille et qui vient chaque été passer ses vacances dans ce lieu. Peut-être pour commencer, parlez-nous quelque peu de Roca. Vous dites que les villageois sont des vieillards et des voyeurs et vous n'êtes vraiment pas tendre avec eux. Alors, non, je ne suis pas tendre, mais ce n'est pas un règlement de compte, hein, que ce soit clair. C'est un village où effectivement, je crois que c'est le seul élément vraiment biographique de ce roman, qui est un roman. Mais c'est un village où des générations de familles, dans ma famille, se sont rencontrées en allant chaque été en vacances et ont eu affaire, ont dû rencontrer, ont dû s'entrechoquer avec ces villageois qui… c'est un village de 200 ou 300 habitants au mieux, l'été. L'hiver, il y en a 80, où les Romains, on est à une quarantaine de kilomètres de Rome, en colline, les Romains sont presque l'ennemi numéro 1.
Les étrangers, n'en parlons pas. Moi, je crois que depuis que j'y vais depuis que je suis petite, je n'ai jamais vu un étranger. Il n'y a pas de tourisme. Et il y a cette intolérance. C'est pas une xénophobie, c'est pas du racisme, c'est vraiment la force des propriétaires terriens qui sont sur leur pain de terre et qui disent voilà, ici c'est chez nous. Alors, quand en plus l'étranger a déménagé en Suisse, il y va chaque année, mais il vient de la Suisse, il vient plus de Rome, alors il est vraiment persona non grata. Et c'est un petit peu ce que, de manière tout à fait romancée, ce que j'essayais de raconter parce que je trouvais que c'était intéressant du point de vue romanesque. Oui, c'est une des lignes de tension très très forte entre Voilà. ce monde des villageois Oui. et ces familles de Rome ou Voilà. d'ailleurs qui viennent avec leurs habitudes et leurs usages. Il y a d'autres lignes de tension très très fortes. C'est un livre de contraste aussi dans la langue, on y reviendra peut-être, mais entre par exemple les parents et les enfants, entre les mères et les filles, entre le désir vorace des adolescents et le renoncement des adultes, entre les codes et les usages en vigueur et le besoin de s'affranchir. Il y a, Oui. comme vous disiez, oui, c'est omniprésent. Et peut-être évoquons votre narratrice. Laquelle? Lala. Parce que vous avez commencé avec Mademoiselle Victoire, ce que j'ai trouvé très intéressant. J'ai Mais on commencé focalise toujours sur la petite jeune fille. Oui, effectivement, il y a plusieurs couches de narration. Voilà. Il y a deux narratrices. Hein. Ouais. Oui, mais il y a plusieurs couches d'énonciation dans la mesure où on peut entendre Mademoiselle Victoire, votre narratrice, et puis ensuite vous utilisez l'italique pour porter la voix tantôt des villageois, tantôt d'autres personnages. C'est en ça que je voulais dire qu'il y avait plusieurs couches. L'italique, c'est essentiellement Mademoiselle Victoire. Hein. L'italique du journal, mais il y a aussi un italique dans le texte qui est Oui, parfois… mais peut-être que je l'ai mal exprimé ou qu'on ne l'a pas très bien compris. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne l'ont pas compris. Mais dans le sens, parce que ce n'est pas clair. Ce n'est pas qu'on n'a pas la capacité de le comprendre, c'est que ce n'était pas très clair. Mais en tout cas, oui, à un moment donné, il y a une choralité vers la fin, mais c'est vrai que l'idée, c'était d'avoir deux narratrices et d'avoir le point de vue de l'une sur ce qui se passait, qui venait du passé, sur le présent. Alors revenons à l'une des deux narratrices, en l'occurrence Lala, qui vit une enfance assez désastreuse d'une certaine façon. On pourrait peut-être évoquer, il y a cette scène magnifique de l'abricot où elle tient tête à son oncle durant plusieurs pages. C'est un air de défi pour pouvoir gagner un tout petit peu de liberté dans ce monde où il n'y en a pas beaucoup. Comment est-ce qu'elle s'y prend-elle pour dire au revoir à son enfance, cette narratrice? Ben justement, moi, il me semble qu'elle ne dit pas vraiment au revoir, la fin est ouverte. Mais un des outils qu'elle va employer, puisque c'est un peu un garçon manqué, ce n'est pas une midinette, ce n'est pas une petite jeune fille qui va tomber amoureuse comme toutes les jeunes filles du village, qui va s'asseoir sur le banc des amoureux comme les autres. C'est une fille qui est goffa, on dirait en italien, qui est mal dans sa peau. Et elle va tomber amoureuse de ce Pablo. Elle dira à un moment donné, il est ma mère nouvellement revenue. Enfin, il cherche dans la rencontre, dans l'altérité, dans la relation amoureuse, ou en tout cas fantasmée amoureuse, une deuxième maternité, une deuxième enfance. Elle est très enfantine, elle va rester enfant quelque part, mais elle cherche en tout cas à s'évader de cette enfance-là, celle de l'oncle et de l'abricot. Parce que l'histoire de l'abricot montre bien qu'elle est enfermée, qu'elle est en cage. Ouais, c'est ça. Donc, elle n'aime pas les abricots, juste pour les auditeurs, et son oncle pose devant elle… Elle a une phobie, elle a carrément une phobie des abricots. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de… Oui, c'est bien, si vous… Et son oncle lui demande de manger cet abricot et lui dit qu'il a tout le temps et il laisse cet abricot-là qui est déjà un abricot quasiment putrescent. Oui. Alors, pour la petite histoire, c'est aussi un élément autobiographique. J'ai vécu le drame de l'abricot.
Je n'ai jamais mangé un abricot de ma vie. Et, et, et je ne sais pas, j'avais une famille rigide. J'ai aussi essayé de transmettre ça. Et quelque part, on se retrouve avec mes précédents collègues dans l'idée de la violence, parce qu'il y a des violences qui sont tacites, qui ne se traduisent pas par des coups ou même pas par un mauvais langage. Moi, c'était l'histoire de l'abricot, parce que j'ai vraiment eu l'abricot pendant 2 jours. Et on était en plein été et il était pourri. Et je devais le manger. Je n'avais rien d'autre. Mais vous n'avez pas mangé. Je ne l'ai pas mangé. Je ne pouvais pas le manger. Mais ce que j'essaye de traduire dans ce roman, c'est parfois la gratuité avec laquelle on croit qu'on éduque. Je ne voulais pas dénoncer des mauvais traitements ou je voulais un peu faire une sorte de purge. Dire voilà, ça s'est passé, ça se passe. J'ai inventé beaucoup de choses, mais au final, je ne suis même pas sûre de les avoir inventées. Je crois qu'on a dans notre, comme dit Camus, on écrit pas sa propre histoire, mais l'histoire de ses nostalgies. On a dans notre mémoire cellulaire des choses qu'on a mis de côté, qu'on a rangées dans un coin parce que c'était mieux de les ranger dans un coin, et puis qui sortent, quand on peut les écrire, qui sortent comme ça à travers la musique des mots. Vous parliez avant de l'amour et de votre narratrice pour Pablo. Il y a une phrase que je trouve très curieuse où vous écrivez « L'être qui nous aime doit nous aimer comme une mère le fait ». Et vous mentionniez avant le fait qu'elle… Oui, et en l'occurrence, dans le cadre de pour votre narratrice, c'est très étonnant puisqu'elle a une mère dont l'amour est plutôt parcimonieux. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, elle n'est jamais sortie de son enfance. Elle recherche dans ce Pablo qui lui dit je te protégerai comme etc., qui lui répète inlassablement comme un mantra, je te protégerai. C'est une petite fille qui a un besoin fou de protection, presque de revenir à une sorte d'état placentaire. Alors, je crois qu'il y a plein de gens, moi j'ai été enseignante, j'ai eu beaucoup d'élèves adolescents et beaucoup d'élèves qui m'ont raconté ça, des insuffisances qu'ils avaient ressenties, qui n'étaient peut-être pas forcément réelles, qui n'étaient peut-être pas forcément objectives, mais qui au moment de l'adolescence étaient des gouffres. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire. Parce que les cartes sont brouillées à l'adolescence, c'est pour ça que j'ai traité ce moment de l'âge et pas un autre. Parce que je voulais… Si mon personnage avait eu 25 ans, si ça avait été une femme accomplie avec des enfants, etc., elle aurait eu le temps de mûrir et de séparer le bien du mal et de faire un tri. Ça, je prends, ça, je laisse, comme on fait plus tard. Et mon personnage, non, il est en plein dans la sensation de… Et puis, bon, elle vit aussi des choses, le frère, voilà. Elle est en plein dans la sensation d'être mal aimée. Et elle va donc tomber amoureuse, entre guillemets, de ce Pablo, tomber passionnément amoureuse de ce Pablo, qu'il a choisi non pas par sa beauté, mais parce qu'ils ont le même drame. Donc en fait, pendant que j'écrivais le roman, je n'avais pas du tout prévu d'écrire une histoire d'amour. Ils se sont rencontrés un peu malgré moi. En tout cas, vous réussissez très bien à exprimer la dimension vorace de l'adolescence, le fait d'être submergé. Et je voulais venir à votre écriture qui, pour moi, a quelque chose d'incandescent. Je la qualifierais volontiers d'incandescente. Et une de ces caractéristiques, j'aimerais bien savoir si vous êtes consciente et si vous travaillez ça ou pas, c'est l'oxymore, par exemple. Comme les chez néologismes, Baudelaire. les néologismes, l'oxymore et tout ça, oui. Ouais, l'oxymore, ça m'a beaucoup frappé. Par exemple, il est souvent question de douceur exaspérante, de désir terrible. Et alors, ça rend bien compte de cet aspect heurté de la vie adolescente. Est-ce que l'oxymore est pour vous plus qu'une figure, presque une manière d'être dans la vie? Enfin, j'aime bien votre question. J'ai longtemps enseigné la littérature. Et j'essayais d'expliquer à mes élèves le sens de l'oxymore. Et pour moi, je leur disais, l'oxymore, c'est l'annulation. Hein, c'est un concept qui annule tout.
C'est pas comme le chiasme qui met en relation et on exerce quelque chose. L'oxymore, il annule tout. Il lance un pavé dans la mare et puis après, le pavé tombe dans l'eau et il n'y a plus rien. Et on se retrouve avec ce goût amer dans la bouche de quelque chose qu'on pensait avoir saisi et en fait qui nous a échappé comme un souffle, comme ça, qui a volé. Et c'est le sens de l'oxymore, parce que sinon, pourquoi l'utiliser aussi bruyamment comme je le fais moi? Et oui, il y a l'oxymore, il y a le rythme ternaire et il y a les néologismes qui sont un petit peu... j'ai du mal à en sortir. Non, non, mais Mais je suis assez aussi oxymorique dans la vie aussi. C'est noir ou blanc, c'est noir et blanc. C'est un peu compliqué dans ma tête. non, mais alors c'est très bien, c'est pour ça qu'il y a l'écriture, j'imagine. Mais je me Mm. demandais si c'était une écriture que vous aviez cherchée pour servir Ouais. ce roman en particulier. Bah, vous allez être très étonné, je ne le dis pas ici et pas maintenant, mais le titre de mon prochain roman est un oxymore, le titre. Ah oui. Mm. Ah, c'est très bien, c'est bien. Il y a une thématique aussi qui est un peu souterraine, c'est la faim, F-A-I-M. Et j'aime bien mettre entre la mère qui ne mange pas pour une raison qui est un peu, enfin qui m'est apparue un peu obscure. Oui, C'est vraiment un être de parcimonie à tous les niveaux. parce que c'est vil de montrer un sentiment d'appétit. C'est ce que j'essayais de traduire. Mhm. Elle pousse un peu du bout de dos, mais après, elle mange quand il n'y a personne. J'entends. Elle a un peu une sorte d'anorexie sociale, la mère. Ah oui, c'est lié aussi au milieu, à la classe Oui, sociale dans laquelle on oui. se trouve. Et effectivement, il y a omniprésent la question de la faim, effectivement, qui est sous-jacente, qui est une faim FIN, parce qu'elle elle termine tout. Elle termine la vie. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai réussi dans mon entreprise, mais ce que je voulais, c'était faire sentir que cette petite était en péril, Mhm. qu'elle n'était pas protégée par ceux qui devaient la protéger, ni par la vie, ni par le lieu, parce que l'incendie la met en danger, et qu'il n'y a personne ce jour-là pour lui dire reviens ici, il faut que tu te protèges. C'est Mademoiselle Victoire qui finalement la voit et lui dit viens avec nous. Personne ne s'occupe d'elle. L'incendie aussi, c'est quelque chose que dans ce village, on a bien connu. Et c'est je, vraiment, c'est le fruit d'une observation presque annuelle, ces incendies. Et on se sent vraiment en danger. On est sur une montagne, un peu comme si tout le Salève brûlait, puis qu'on est tout en haut, puis qu'on se dit, on va partir comment? Mhm. Sachant qu'il n'y a aucun hélico qui va venir nous chercher. C'est très anxiogène, les incendies là-bas. Et donc, il n'y a rien qui protège cette petite. Aucune structure sociale, aucune. Et pourtant, on mange avec des cuillères en argent et on connaît les bonnes manières et on ne traverse pas la route. Hein, cette fameuse traversée symbolique de la route, qui est un peu un Rubicon lié aussi à la question de l'âge et de l'adolescence. Oui, c'est un lieu de danger permanent, alors que Oui, tout est finalement très quotidien et très oui, ordinaire. oui. Oui. Et tout ce qui est codifié par ces familles, par ces générations de familles, le garçon c'est mal, parce que tu pourrais, le frère l'attend quand elle va faire cette balade avec ce Pablo, le frère l'attend, tu sais que tu ne dois pas, etc. Et en fait, finalement, celui qui représente le danger, le mal, ben, c'est le seul qui va prendre soin d'elle, la libérer, de la faire sortir de la cage, ouvrir la cage. Et morale de l'histoire, c'est que les adolescents ont souvent raison. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, mais pas du tout d'accord avec cette idée que quand on est adolescent, on devient complètement crétin. Pas du tout. Pour avoir eu vraiment beaucoup d'élèves adolescents pendant 20 ans, je me suis toujours posée, moi, en tant qu'adulte, devant eux, comme quelqu'un qui devait apprendre d'eux. Prendre tout ce qu'il y avait à prendre. Parce que c'est un moment de foisonnement qui ne dure pas. C'est une incandescence qui ne dure pas. Et après, on rentre de nouveau dans la cage. Et c'est pour ça que je voulais faire un peu un éloge de la liberté, malgré les contraintes qu'il y avait.
La liberté qui suppose souvent, à l'âge de l'adolescence, la transgression. En Bien l'occurrence, sûr, bien sûr. les battantes, telles que je l'entends, ce sont en tout cas 3 femmes dans ce Oui, livre qui, chacune, à sa manière, osent transgresser. Soit par oui, oui, c'est ça, oui, entraînant avec elle un certain oui. parfum de scandale, ce qui permet Voilà. de repousser le poids des règles et des contraintes Ouais. asphyxiantes. Et d'où l'importance de cette narratrice, Mademoiselle Victoire, qui, elle, a raté son coup. Hein. Dans sa jeunesse, elle a raté sa jeunesse, elle le raconte, elle a laissé passer Mhm. l'homme qu'elle aimait, qui se représente devant elle avec un enfant, et puis elle va passer toute sa vie dans l'ombre de tous. Et qu'est-ce qui est mieux? Mais elle est Elle courageuse. est l'institutrice du village, elle finira par être acceptée par tous, elle a un certain statut, etc. Est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment heureuse, alors que j'ai la sensation que cette petite Lala, quand elle part en moto avec son Pablo, même si on les retrouve 3 jours après, pendant 3 jours, ils ont vécu un bonheur fou. J'ose espérer qu'ils aient vécu un bonheur fou. Moi, quand j'étais adolescente, j'étais un garçon manqué, c'est vraiment pas autobiographique, j'étais très laide, j'étais grosse, garçon manqué, aucun garçon me regardait. Donc, vous voyez, c'est pas du tout une histoire autobiographique. Eh bien, restons sur le bonheur fou Oui. de vos personnages. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour la Simona lecture. Brunel-Ferrarelli, merci. Quentin, place au dernier extrait du livre de Tom Noty, Elle m'attendait. Aujourd'hui, je me tiens droit. Dans le miroir, l'homme droit que je suis me regarde. Il a mis une chemise repassée, il a noué un nœud papillon au col. Elle voulait une cravate. Une cravate. Fallait pas déconner. Il aurait eu l'air d'un patron. Ça te va, un nœud papillon? Ça fait assez cérémonie? Elle avait dit oui de son sourire doux, de sa main sur ma joue. J'avais donc acheté un nœud papillon fleuri, un bouquet à nouer autour de mon cou, pour elle. Un bouquet comme ses bras qui papillonnaient le soir, là, sur ma nuque. J'étais alors encerclé, du coup, par elle. Et j'aimais ces colliers de fleurs et de bras et de tendresse. J'aimais cette tendresse, et ça m'étouffait. Mais l'homme dans le miroir va être en retard s'il ne se dépêche pas. Je l'interpelle d'un coup de menton. Il relève la tête, mais il ne bouge pas. Pas encore. Il m'observe. Nos yeux, qui avaient réussi à s'éviter jusqu'à présent, se croisent, s'attardent, se sondent. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Je sais juste que je l'aime plus que tout, cette femme. Tu vas tenir à cet amour, à cette posture d'homme? Je suis sorti. Je ne voulais pas répondre à ça. J'ai laissé mon élégant reflet dans le miroir, le reflet de ce que j'étais à ce moment-là, quelqu'un d'encore digne. Dans la cuisine, elle m'attendait avec ce sourire et cette robe de princesse plutôt courte. Une princesse aux genoux soyeux, qui boirait de l'eau dans un verre avec une marque de bière sérigraphiée dessus. J'ai l'air d'une meringue, non? Moi, j'aime les meringues. Mais non, tu ne dois pas répondre ça. Tu dois me dire que je suis magnifique. Ah mince, désolé. Viens ici, ma magnifique petite meringue. Elle éclate de rire et rosit en me repoussant. On n'a pas le temps, Max. J'insiste, remonte un peu le tulle sur ses cuisses de mouche. Elle se marre, tente de se faufiler entre mes grosses mains. Max, arrête! Et comme je n'arrête pas, elle plante ses yeux profonds dans les miens. Dis, ce ne serait pas une diversion par hasard? Je ne réponds pas. Je baisse la tête et mes mains farfouillent presque fiévreusement sous les couches de voile aérien. Je ne suis plus droit du tout, je me penche. Elle s'extirpe à nouveau. Elle est hors de portée maintenant. Je suis à genoux devant elle, penaud, comme pour une demande en mariage. Celle que je ne lui ai pas faite. Mais elle se rapproche pour caresser ma joue et me recoiffer.
Il faut y aller maintenant. S'il te plaît, Max. Ils vont nous attendre. Merci Quentin. Tom Naughty, bonsoir. Bonsoir. Merci Quentin. Alors Max et Haley, c'est le nom de sa future femme, vont se marier. Le livre s'ouvre sur le mariage et très vite, ils auront un enfant. Tout semble se dérouler plus ou moins pour le mieux, même si l'on sent que Max porte en lui une certaine instabilité. Mais assez vite dans votre livre, les choses vont se passer différemment, bien sûr. Et vous avez choisi un mode de narration un peu à la Faulkner, avec alternance de points de vue, si bien qu'on est alternativement dans la tête et dans le corps de Max, de Haley, et plus tard de Rosie, qui va grandir, leur fille, et d'autres personnages également. Pour commencer, évoquons Max. Que se passe-t-il avec lui? Le voici au seuil du bonheur et il flippe à mort. Oui, c'est tout le paradoxe de ce personnage et c'est tout ce qui fait aussi l'histoire. C'est-à-dire que Max est un être extrêmement fort physiquement, extrêmement fragile. Mes camarades auteurs ont parlé beaucoup de l'enfance et de ce qu'elle charriait. Effectivement, moi, j'ai parlé d'un grand enfant qui n'avait pas réglé toutes ses fragilités, qui n'avait pas solidifié son être et qui, quand même, essayait de se lancer dans la vie avec ça, un peu persuadé à l'avance, comme c'est dit dans ce qu'a lu Quentin très joliment, un peu persuadé à l'avance que ça allait bien foirer quand même. On a presque l'impression qu'il est complice d'une certaine façon de l'échec. Enfin, on pourra discuter s'il s'agit d'un échec ou pas d'un échec, mais du fait que tout va s'effondrer, c'est-à-dire qu'il se convainc tellement lui-même qu'il ne sert à rien, il a une telle mauvaise estime de lui-même, quelque part, qu'il va précipiter une relation ou la transformer du moins, parce que d'un bout à l'autre de votre livre, l'amour est néanmoins le grand vainqueur, mais d'une manière étonnante. Oui, ma question, c'est, en fait, elle est un peu bizarre. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il est une victime, mais en fait, il va devenir un bourreau. Alors, moi, je ne vois pas trop de ça en tant que victime et bourreau. Je pense qu'il était… je pense que la relation, il essaie de l'éviter au départ. Et je pense que Haley est beaucoup, beaucoup plus forte et déterminée surtout que lui. Je pense que si ça avait été Max qui avait décidé de leur histoire, elle n'aurait pas eu lieu. Et elle est déterminée à vivre un grand amour. Et lui se laisse embarquer là-dedans, ne résiste pas plus que ça. Évidemment, c'est tellement confortable d'être autant aimé pour un homme aussi peu sûr de lui qu'il est. Et Haley, je pense, embarque tout. Pour moi, c'est elle la locomotive de l'histoire. Et lui se laisse un peu porter. C'est tellement confortable d'être aimé autant que ça, d'envisager ce grand amour. Voilà. Mais effectivement, il sait très bien qu'il n'a peut-être pas les épaules pour assumer cet amour-là et pour aller jusqu'au bout, justement. Oui, on peut dire de l'amour de Alex, c'est un amour océanique qui embrasse absolument tout, mais parfois au détriment aussi de son propre accomplissement personnel. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Alors, j'aime pas le mot sacrifice parce que elle est totalement consciente de ce qu'elle a envie de vivre avec Max. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai donné la parole à chacun des personnages. J'avais justement pas envie d'une histoire d'amour où il y ait quelqu'un qu'on voit comme un bourreau et quelqu'un qui soit la victime et qui subisse. Moi, je pense que leur histoire d'amour, ils l'ont construit comme beaucoup de couples à deux, avec les fragilités et les désirs immenses de l'un ou de l'autre. Et voilà, ça glisse un moment. Un moment, il y a une flaque sur le sol et ça dérape un peu. Néanmoins, ils restent accrochés l'un à l'autre d'une manière un peu particulière, mais ils restent accrochés à ça et à l'idée du couple, de l'amour qu'ils avaient envie de vivre chacun peut-être.
c'est ce qui est très beau dans le livre, c'est-à-dire vous dites ça bascule, ça glisse petit à petit, c'est-à-dire que Max travaille sur les chantiers, un jour il a un accident, puis c'est cette espèce d'enchaînement, il y a presque une sorte de fatalité parce qu'il va passer par la case chômage, ce qui va encore renforcer chez lui un sentiment, une forme d'autodépréciation permanente, puis l'alcool, etc. Et tout ça conduit à un choix, est-ce un choix d'ailleurs, qui consiste à partir. C'est un départ, c'est une fuite, mais finalement pas très très loin de la maison. C'est ce qui rend votre livre aussi très, très cocasse et intéressant. Oui, c'est vrai que, et je crois que je lui fais dire à un moment à Max que c'est un certain courage, mais pas un courage ultime, parce que le courage ultime aurait été de peut-être partir réellement. Or, lui ne se détache pas de ça. Il se détache pas de ces deux femmes qui l'attendent, du coup, tout le temps, qui espèrent tout le temps qu'il revienne. Et voilà, lui, c'est vraiment. Je pense que tous ces personnages sont empêchés, en fait, empêchés. Empêchés de vivre ce qu'ils aimeraient vivre et empêchés aussi de fuir tout ça. Il y a une chanson de Gainsbourg qui s'appelle Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Voilà, c'était un peu l'idée. C'était un peu l'idée et aussi de gens agrippés l'un à l'autre. Moi, je les trouve agrippés l'un à l'autre. Ils se font à la fois du mal, ils se griffent un peu, même pas tant que ça peut-être, mais ils se sauvent ensemble, jusqu'au bout, je pense. Oui, donc pour les auditeurs, Max part dans un mouvement presque de clochardisation volontaire. Il va vivre dans la rue, si je le comprends. Il va vivre dans la rue, pas très loin de la maison. Et ensuite, toute l'histoire et la relation tournent autour de ce triangle élargi qui n'est plus que dans le logis, dans la maison, avec la fille et la mère. Pendant ce temps, la fille grandit, elle fait ses expériences et elle va rendre visite à son père dans la rue, lui présenter ses amoureux. Et toute la relation, voilà, c'est quelque chose presque d'absurde, mais qui n'est pas tant que ça. Vous parliez avant de la chanson de Gainsbourg. Moi, j'ai pensé à une citation de Blaise Cendrars qui m'a toujours sembler étrange et qui dit « Quand tu aimes, il faut partir ». Bon, il utilise l'injonctif et ça, voilà. Mais il y a quelque chose là qui se joue en fait entre l'amour et le fait de partir. Finalement, c'est lui qui fait le choix, mais il fait un choix qui emporte les autres dans quelque chose de douloureux. Oui, oui, moi, je n'ai pas réellement de réponse de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans cette histoire. Lui fait ce choix-là parce que ça lui semble le seul choix possible pour lui, avec ses capacités, de tout quitter et tout emporter, euh, c'est-à-dire d'être juste à côté et de surtout ne pas perdre l'amour de ses femmes pour lui. Euh, Moi, j'ai vraiment pas de jugement sur cette histoire-là. J'avais juste envie que ce soit une belle histoire. J'avais entendu parler de personnes comme ça qui vivaient dans la rue et qui avaient des familles ailleurs, par ailleurs, qui refaisaient plus ou moins leur vie ou pas du tout. Et ça m'a interpellé. Et voilà, j'ai voulu créer cette histoire et, euh, et surtout, voilà, c'était une histoire d'amour. Je pense que ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est une histoire d'amour un peu originale avec des gens qui vivent d'autres choses qu'un amour classique. Euh, mais voilà, c'est une histoire d'amour, quoi. Point. On a pas mal parlé de filiation, de transmission, de qu'est-ce Ouais. qui passe entre les parents, les mères et les filles, là en l'occurrence les pères, le père et la fille, parce qu'il y a aussi en fil rouge de votre livre cette réflexion autour du déterminisme et en l'occurrence génétique. Et Max a cette phrase terrible qui est « on est ce qu'on est », c'est-à-dire ce que l'on est dépend de notre naissance, mais dans un sens presque univoque et terrifiant. Et lui ne s'en remettra jamais d'une certaine façon. Non, et en même temps, de manière un peu instinctive, il se détache de sa fille pour justement peut-être couper cette malédiction qu'il ressent et qui lui semble assez implacable pour lui. Moi, j'avais aussi cette idée-là qu'il fait un pas de côté pour la protéger, pour qu'elle ne soit pas imprégnée de ce qu'il est lui, de ce dont il était né et de ce qu'il avait vécu.
voilà, il a cet instinct un petit peu salvateur de se mettre à côté. J'imaginais ça comme ça. Et Rosie, qu'est-ce qui lui permet de briser d'une certaine façon cette chaîne du malheur? Alors d'abord, je pense que l'amour de sa mère, qui, qui ne dénigre jamais son père, qui lui présente dès petite son père comme quelqu'un d'assez exceptionnel. Donc déjà, elle sera portée déjà par ça, par cette vision assez idyllique de son père. Après, à l'adolescence, effectivement, elle va se rendre compte que ce n'est pas aussi idyllique que ça et qu'il y a beaucoup de choses qui vont lui manquer, une présence notamment. Alors, elle va combler comme elle pourra ça avec ses armes d'adolescence. Simona a parlé de l'adolescence, c'était assez merveilleux. J'ai adoré ce qu'elle a dit. Voilà, Rosie, adolescente, elle va grandir et surtout, elle va essayer de comprendre. Je pense que dans toutes les familles, il y a des choses qui se transmettent par les silences. Et parfois, il y a une personne qui essaie de comprendre et qui veut rompre un peu la malédiction familiale. Voilà, je pense que Rosie, c'est cette fille-là, celle qui rompt la malédiction que portait son père à pleines épaules, hein. C'est celle qui arrive à faire de l'amour autre chose qu'un piège, mais une issue. Oui, voilà, elle transforme. C'est un peu la magicienne de l'histoire. Elle va transformer ça, voilà, sa vie future à elle. J'ai lu que depuis la parution de Elle m'attendait en 2019, vous aviez publié un livre qui s'appelle « Nos silences ne sont pas des chansons d'amour ». Oui, Très beau titre. Mais on merci. retrouve la question du silence et aussi de l'amour. Vous êtes un peu une sorte de John Fante de Alors, France. si vous me dites ça, on arrête l'interview parce que moi, pour moi, c'est mon auteur favori de tous les temps. C'est celui qui m'a permis de me dire que c'était possible d'écrire avec ses sentiments, avec ses tripes, pas forcément avec une grammaire très élaborée. Mais en tout cas, voilà, moi, j'en avais parlé. Pour moi, John Fante, c'est après toute la littérature que j'avais connue, qui ressemblait à un jardin à la française, avec beaucoup de choses guidées et de conceptions complètement figées. Quand j'ai lu John Fante, je me suis dit, ah oui, la littérature, ça peut être ça. Ça peut être un jardin à l'anglaise, complètement barré, complètement fou, luxuriant et un peu tripal comme ça. Moi, ça m'a vraiment chamboulé ma vision de la littérature. Et voilà, donc merci beaucoup, parce que c'est franchement quelque chose qui me parle, ça, John Fante. Non, pour être tout à fait honnête, je l'avais lu. J'avais lu que vous aimiez John Fante. Dommage, Désolé, vous cassez désolé. le mythe. Bon. Cela étant, je voulais vous poser peut-être une dernière question. J'ai été touché par la page de remerciements à la fin de votre livre. Souvent, bon, les auteurs font des dédicaces, mais chez vous, il y a vraiment un acte de générosité dans les remerciements multiples que vous faites à toutes sortes de personnes, tant dans le monde littéraire que dans votre famille. Et je me suis demandé, finalement, est-ce que votre désir d'écrire vient plus des gens que des livres que vous avez lus? Par exemple, John Fante, en l'occurrence, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme un acte de gratitude là pour remercier ceux qui, d'une certaine manière, vous avez permis d'être l'écrivain que vous êtes. Je me suis permis très tard d'écrire des romans. Je me le suis interdit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et à l'apparition de mon premier roman, donc c'était en 2012, hein, c'est pas si vieux que ça, j'ai remercié tous les gens que j'avais remerciés. Et puis du coup, le second, j'ai continué parce que je me disais que peut-être j'en avais oublié la première fois. Et puis, j'ai continué, voilà. Et effectivement, j'ai des pages de remerciements assez conséquentes. Je pense que j'ai un master en remerciements depuis. Mais oui, parce que ouais, je pense que c'est une grande chance. C'est une grande chance de pouvoir écrire, de pouvoir être édité, de pouvoir être lu. Moi, je n'en reviens toujours pas. C'est quelque chose que vraiment qui me rend fou de joie. Et d'être compris quand il y a des lecteurs qui comprennent un peu ce que vous avez eu envie d'essayer d'écrire, notamment les non-dits, notamment les silences. Je trouve ça assez incroyable. Donc voilà, je suis très admiratif des autres auteurs et je n'en reviens toujours pas de faire partie
de cette congrégation. Merci beaucoup, Tom Naughty. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à ces questions. Je vois que le temps passe évidemment très très vite. Peut-être que nous pourrions voir du côté de Séverine et s'il y a des questions qui sont arrivées jusqu'à vous, Séverine, et si vous en avez sélectionné quelques-unes pour nos invités. Alors, je suis désolée de vous décevoir, mais non, il n'y a pas de questions de la part des internautes, mais peut-être, est-ce que vous avez d'autres questions à poser aux auteurs ou est-ce que les auteurs veulent intervenir sur un sujet de leur choix? Eh bien, y a-t-il un auteur qui souhaite intervenir sur un sujet de son choix, rebondir sur quelque chose qui a été dit, raconter une histoire, chanter une chanson? Je peux dire éventuellement, vous m'entendez? Oui. Oui, j'aimerais juste remercier tous les auteurs présents et le lecteur, et je me réjouis de la prochaine ouverture des librairies parce que je vais enfin pouvoir lire les textes. Tout ça m'a donné une furieuse envie de découvrir ces quatre romans. Voilà, donc merci. Je n'ai rien à ajouter. Moi, je veux bien ajouter quelque chose, puisque vous parlez des autres textes. Lorsque nous étions tous en lice pour ce prix Lettres Frontières, évidemment que je n'avais pas envie de lire les livres les autres livres. Je me réservais de les lire à l'issue de la fin de ce concours. Et puis, j'ai eu Sam dans les mains. Et parce que les librairies étaient encore ouvertes à ce moment-là. Et j'ai eu Sam dans les mains et chez Payot, j'ai commencé à le lire. Je me suis assise par terre, j'ai commencé à le lire. Et j'ai dit, j'ai pas envie de gagner ce prix, il faut que ce soit Sam qui le gagne. C'est gentil. Mais j'ai pas lu les autres, donc voilà, c'est pas du tout... voilà, je me réjouis moi aussi de vivement lire les autres. Pour Tom Naughty, c'est une sorte de jardin à la française, Sam. Hein, alors moi, pour tout vous dire, j'ai essayé d'en commander plusieurs parce que je me disais qu'on allait se rencontrer et puis que j'avais très très envie de découvrir vos univers. Et je n'ai jamais pu commander Sam, par exemple. C'était bloqué. J'ai pu en commander d'autres, mais Sam, j'ai vraiment pas réussi à l'avoir. Alors oui, j'espère que les librairies réouvrent, mais certaines sont encore ouvertes, il me semble, hein, en tout cas en France. Et j'espère qu'on va pouvoir commander ça bientôt, ouais, effectivement. Moi, je voulais juste parler il y a eu quand même un leitmotiv qui revenait à travers à travers tous nos discours, à tous les quatre. On a parlé beaucoup d'enseignement, on a parlé beaucoup d'enseignants avec Farah, je crois. Ouais, je pense que moi, je suis enseignant. J'ai adoré ce que vous avez dit sur l'enseignement. Voilà, parce qu'effectivement, ce n'est pas une institution. Effectivement, ce sont des gens qui se bagarrent à l'intérieur de la toile d'araignée qui est l'administration et qui y croient encore. Je crois que vous l'avez dit aussi. Puis vous, Simona, vous avez été enseignante aussi. C'est marrant comme ce besoin de transmettre, on dirait qu'il apparaît aussi un peu dans nos romans. Je ne sais pas s'il y a un vrai rapport entre ça. Monsieur Villot, c'est autre chose, hein, c'est le théâtre, forcément. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu là-dedans. Moi, je pense qu'il y a une... Je m'appelle Dali, en fait, ça Pardon. c'est mal écrit. Mais je crois qu'il y a connivence entre la main qui écrit et l'œil qui lit. Je crois que la littérature, c'est une connivence implicite entre, effectivement, comme on a entendu, les différentes personnes qui sont en désir de joie d'écriture et qui veulent faire émerger une sorte de joie de lecture. Et que ce soit par le biais, alors moi j'ai eu beaucoup de questions thématiques, mais sur l'écriture, par exemple, pour moi, ce qui est important, c'est de créer à chaque fois une forme en lien avec une langue. Il y a à chaque fois une forme qui va émerger elle-même de ce qu'il y a à dire.
J'ai choisi une écriture, je vois que toutes nos écritures sont un peu des écritures d'affleurement qui veulent à la fois dire une réalité tout en jouant par le biais du style, justement à éloigner la violence dont nous voulons parler, que ce soit la violence d'être enfermé en soi avec cette émouvante, j'ai vraiment été touchée par ce que vous avez dit, Edmond, où ces deux histoires d'amour différentes, cet épisode un peu métonymique de l'abricot qui va alors symboliser du coup toute la violence à la fois intime et sociale qu'il y a dans ce milieu semi-bourgeois, j'ai cru comprendre que décrivait Simona. Et je crois que le style, c'est une forme de politesse, d'habillement, de costume et à la fois de nudité, pour dire la beauté du monde et la possibilité d'aimer quand même. Et l'enseignement, ce qu'il a comme lien avec, pour moi, la littérature, c'est justement ce passage de cette nudité au costume. Et moi, j'aime ça. Je trouve ça joyeux, je trouve ça passionnant. J'ai les mêmes sentiments que vous à écrire, le même sentiment que vous, alors que nous sommes tous très différents. Et je trouve il y a quelque chose d'assez homogène finalement dans ce que Lettres Frontières a eu la gentillesse de mettre en commun, de mettre nos individualités et nos livres. Il y a quelque chose de commun qui a une espèce d'élan et d'appétit à écrire avec à la fois une très grande arrogance, parce qu'il la faut, et puis une immense humilité qui est, à mon avis, joyeuse. C'est très bien dit. Ouais, j'essaye. Pourtant, je ne suis pas du soir. Je ne voulais pas reprendre la parole après cette magnifique, je n'ose même pas l'appeler synthèse, je ne sais pas. Ça s'appelle une fulgurance. Une fulgurance, mais peut-être que c'est un épilogue aussi, pour ce soir, provisoire, bien évidemment. Merci à vous tous. Bien, mais écoutez, je pense que nous pouvons effectivement nous souhaiter une très belle soirée pour ce qu'il en reste. Et je vous remercie encore toutes et tous vraiment chaleureusement d'avoir joué le jeu de ce pont numérique qui était aussi une première pour moi. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver encore à corps dans une librairie ou dans un bistrot ou dans une bibliothèque. Merci aussi aux bibliothèques de Genève. Et au revoir. Je ne sais pas comment est-ce qu'on met fin à ce genre de on dit au revoir. On dit au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci Quentin. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Au revoir. Merci Quentin. Merci Quentin. Merci Maxime. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Portez-vous bien.